Nous sommes très heureux d'être là ce soir. Je suis le professeur Claude Oquet, chef de service de chirurgie gynécologique au CHU, et mon adjointe, le docteur Sandrine France, qui va faire l'exposé, et fait partie de la branche médicale de service. Et elle s'est donné tout ce qu'elle a pu pour ouvrir ces unités de ménopause qui nous amènent vers vous ce soir. Alors, bien sûr, si on a un service de gynécologie, c'est par définition pour s'intéresser à la santé de la femme. Et vous savez qu'il y a eu sans doute du travail et que finalement la ménopause est passée par différentes phases entre des opposants qui considéraient que la ménopause est quelque chose de physiologique. On se demande pourquoi on voudrait traiter que la physiologie, et d'autres qui disent on n'est pas en 1940 et quelque part les femmes peuvent avoir des soucis, il faut s'en occuper, et il faut s'en occuper aussi dans le thème de la prévention. Vous verrez qu'une partie de la prise en charge de la ménopause, c'est la prévention. Et à titre personnel, depuis plusieurs années, je fais partie du bureau de la Société française de ménopause, qui a pris beaucoup d'ampleur et dont la présidente a co-publié avec la ministre actuelle le rapport ménopause, qui nous amène aussi là ce soir, puisqu'il y a eu un coup de flash sur cette ménopause dans cette année 2025. Et la Société française de ménopause, après avoir fait des recommandations avec le CNGOF, a participé à l'élaboration de ce rapport qui voulait mettre l'accent sur l'intérêt que doit avoir l'État, les médecins sur la médecine de la femme, encore une fois dans le terme du soin, mais également sur le plan de la prévention. Alors, on est donc sur des balanciers, avec un balancier qui était positif il y a beaucoup d'années. Ensuite, un coup d'arrêt devant les craintes des effets secondaires des traitements hormonaux. Au départ, les femmes, les médecins pensaient que grâce à ces traitements, on allait vivre plus jeune plus longtemps, ce qui n'est pas forcément exactement la commande. Et après, on a eu un coup d'arrêt avec des effets secondaires qui ont été très montré il y a une quinzaine d'années, et on retrouve actuellement le balancier qui est dans l'autre sens avec une médiatisation de la ménopause. Il faut effectivement pas se tromper, on n'est pas encore dans une quête de jouvence, on n'est pas forcément, en tout cas pas dans un CHU, dans la quête de l'esthétique, hein, parce que vous avez une branche esthétique qui pourrait venir. On est plutôt dans la notion du soin, de symptomatique, de problème de ménopause, que docteur France va vous expliquer, et puis également dans un problème de prévention. Et dans le domaine de la prévention, le gynécologue, il fait de la prévention, mais de la prévention gynécologique, et les unités de ménopause voient leur justification dans le fait que la prévention est forcément un avis multidisciplinaire, étant donné qu'on va principalement aller sur de la prévention cardiovasculaire et sur de la prévention osseuse, ce qui explique pourquoi des consultations qui existent déjà. Vous avez en Aquitaine encore un tissu de gynécologue qui est très important. Là, le gynécologue, même le gynécologue spécialiste, ne peut pas tout suivre, tous les sujets, et sur des cas très particuliers, il faut qu'on lui offre une expertise multidisciplinaire, et c'est ce que veut faire une unité de ménopause. Et c'est grâce au docteur France qui, depuis 2 ans, voulait déjà développer cette unité. On a pu le faire par des redéploiements, des changements de praticiens, voulait réaliser cette unité. C'est son projet, c'est son bébé, c'est difficile de le dire pour ménopause. C'est son enfant au moins, pas une stade de bébé. Non, 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 non. Oui, oui. Et donc, c'est pour ça qu'on est là. Et je quand même tenu 3 minutes pour qu'elle rentre en confiance. Et puis, je la laisse parler sur un exposé. Et elle m'a dit s'il y avait des questions qu'elle répondait pas, sûrement je pourrais. Alors, on verra plus tard. Et donc, pour le moment, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être venu encore. Et puis, on va l'écouter. Merci. Donc déjà, merci d'être venus aussi nombreuses, et aussi il y a des hommes, donc c'est très bien. La santé de la femme, c'est aussi, si l'homme va bien, la femme va aussi. Donc la ménopause, elle va nécessiter une prise en charge globale qui va être personnalisée et individuelle pendant toute cette période de vie. Il est important d'être là, d'informer pour vous sur qu'est-ce qu'est la ménopause, sur tous les symptômes qui va, qui va pouvoir être entraîné, et tous les donner des traitements et donner une information claire et loyale sur les différents traitements. Donc, je pense qu'il est très important actuellement et à nos jours que les femmes puissent parler librement et sans aucune gêne de leur ménopause. Et nous, on va essayer par ce centre de cette consultation spécialisée
de faire des actes surtout de prévention aussi et d'adapter le soin tout au long en fonction des besoins. Donc la santé, c'est aussi le bien-être. Alors la ménopause, c'est une étape naturelle de la vie, hein, ce n'est pas une maladie, hein. Par contre, c'est une étape de vie qui peut nous bouleverser dans notre représentation de notre corps et dans notre vie. Elle concerne 100% des femmes, hein, à un moment évidemment de leur vie. La ménopause, elle est souvent perçue dans l'imaginaire collectif qu'un sujet strictement gynécologique. Or, elle va concerner en réalité l'ensemble de la santé de la femme, tout ce qui va concerner les problèmes de santé, de prévention cardiovasculaire. Et c'est pour ça que ça nécessite une prise en charge globale et qui peut être, selon les cas, évidemment, pluridisciplinaire, hein, pour répondre à tous les impacts éventuels physiques, psychologiques et sociaux qu'il y ait de cette étape de la vie. En France, actuellement, il y a en gros 17 millions de femmes ménopausées, c'est un tiers des femmes, hein. Et pour déjà mieux la vivre, c'est bien de la comprendre. Alors, c'est plus trop un tabou parce que là, actuellement, avec toutes ces conférences, l'ouverture, on a levé ce tabou, mais il est quand même lourd. Si on parle des femmes, ben, il y a une femme sur deux qui trouve que la ménopause, ça va être anxiogène, hein, que c'est difficile à évoquer. Une femme, des fois sur deux, n'ose pas du tout en parler à son partenaire, même à son entourage. Ça peut entraîner aussi des problèmes au niveau professionnel. Quand vous êtes en pleine réunion avec des grosses bouffées de chaleur et sueur, ça peut entraîner des conséquences. Et c'est souvent en France, hein, sur le plan culturel, vécu comme bah, c'est la fin. Ça y est, je vieillis, je peux plus reproduire, je suis plus fertile, je suis vieille, alors qu'à 50 ans, on est encore toute jeune. Et c'est aussi le changement de cette étape. C'est une chance en fait qu'on a. Il faut le prendre comme une opportunité, une nouvelle vie, être libre, autonome. On n'a plus d'enfants à charge ou nos enfants sont grands, on n'a plus nos règles, on n'a plus de soucis de contraception. C'est très bien, hein, et c'est une nouvelle vie. Par contre, on va devoir essayer si notre corps change, d'accepter notre corps différemment, que l'homme a un regard différent et un regard positif et pas dire oh t'as grossi, c'est pas cool. Non, on va devoir avoir une estime de soi et surtout après à la ménopause, on est quand même sur le plan professionnel, on est en pleine activité, on est forte, on s'est affirmé, on peut former. Donc, c'est quand même une transmission de ces savoirs et on va se dire, maintenant, c'est à moi, hein, je vais m'occuper de moi, j'arrête de m'occuper des autres et d'être un peu égoïste à cette période de la ménopause pour mieux le vivre. Alors, il n'y a pas qu'une ménopause, il y a des ménopauses. Tout le monde, chaque personne est différente, hein. Le parcours, il est unique. Chacun a une ménopause qui va la vivre différemment de sa copine, de son voisinage. Mais elle va être influencée par certains facteurs, hein, personnels et médicaux. Donc, en gros, l'âge de la ménopause peut varier. On peut avoir une ménopause avancée avant 45 ans. On peut avoir une ménopause naturelle qui arrive entre 45 et 55 ans. L'âge moyen est aux alentours de 51 ans. Et cet âge, il est stable, hein, il n'a pas changé depuis de longues années. Ou alors, elle peut être tardive, hein, c'est souvent après 55 ans, hein, c'est souvent un profil génétique particulier. Et puis, certains facteurs personnels ou des antécédents médicaux, on peut, si par exemple on fume, être ménopausé un peu plus tôt, 2 ans auparavant. Et on peut avoir une ménopause qui est donc soit naturelle, physiologique, hein. Elle peut être aussi après une chirurgie, hein, si on est opéré, qu'on nous enlève nos ovaires, on est tout de suite ménopausé un peu brutalement. Ou on peut avoir une ménopause avancée parce qu'on a eu un cancer avec des chimiothérapies qui ont altéré notre ovaire ou des rayons qui ont altéré. Alors, les symptômes ne sont pas forcément tous identiques, hein. On peut avoir des symptômes discrets, modérés ou sévères, hein.
Certaines femmes n'auront pas de problème de santé, n'auront aucun antécédent et le suivi sera classique et nécessitera un suivi gynécologique classique, ou d'autres ont des lourds antécédents, on va rechercher des problèmes, des facteurs de risque et peut être amené à avoir une prise en charge pluridisciplinaire comme dans ce centre de ménopause. Donc le parcours de soins, il doit être personnalisé en fonction de vos besoins et des antécédents médicaux. Alors, la ménopause, elle n'arrive pas brutalement, hein, comme ça, tout d'un coup. Il peut y avoir une transition en 3 phases, hein. C'est évolutif dans la durée, hein, et ça persiste même après l'arrêt des règles, hein. Maintenant, on vit jusqu'à 90 ans. En 2050, une femme sur 4 va vivre jusqu'à 100 ans. Donc, en gros, notre durée de ménopause, si ça dure 50 ans, ça va être aussi long que la période d'avant, quoi, hein. Donc, il faut qu'on soit bien et qu'on prenne bien en charge. Alors, on a la périménopause qui arrive avant la ménopause. C'est à une durée variable, en gros, de 2 à 4 ans. Et c'est là où l'ovaire commence à se fatiguer. Et donc, on a des cycles de plus en plus longs. On n'a pas de règles. On a des règles 3 mois après. Puis tout d'un coup, ça s'accélère. On a des règles tout le temps. C'est un peu l'anarchie totale. Et comme l'ovaire a du mal à fonctionner et le cerveau essaye de stimuler l'ovaire, on peut avoir des variations, des carences hormonales et avoir déjà dans cette période, malgré des cycles, avoir des bouffées de chaleur, des sueurs, des troubles de l'humeur et être un peu altéré. Puis au bout d'un moment, on a l'arrêt des règles et on parle de ménopause. La définition de la ménopause, c'est qu'il faut, pour une période de 1 an, ne pas avoir de règles. Donc, c'est un diagnostic un peu rétrospectif, hein, donc il n'y a pas besoin de faire des examens. Et au bout d'1 an d'absence de règles, on parle de ménopause qui arrive aux alentours de 51 ans. Et la ménopause, c'est l'arrêt total du fonctionnement de l'ovaire. Il n'y a plus de follicules, on ne sécrète plus d'hormones, de l'estradiol et de la progestérone. Et après, on a toute la période de la post-ménopause jusqu'à la fin, hein, où on est en stabilité hormonale, hein. Il y a tout à fait un nouvel équilibre, hein. On peut ne plus avoir de symptômes, on peut malheureusement dans certains cas, dans 10% des femmes, elles auront malheureusement toujours des symptômes. Et il va y avoir de la prévention sur l'os et sur le plan cardiovasculaire. Alors, quand on est ménopausé, c'est-à-dire qu'on est en carence d'hormones, d'estrogène, et quand on n'a plus d'estrogène, on peut avoir des symptômes qui peuvent être au quotidien. Alors, évidemment, toutes les femmes n'ont pas tous les symptômes que je vais vous dire. Dans 85% des cas, il y aura peut-être un symptôme. Et il n'y a que 25% des femmes qui vont avoir des symptômes sévères. Quand on n'a plus d'estradiol, on peut avoir des signes vasomoteurs. C'est les bouffées de chaleur, tout d'un coup, la chaleur brutale du visage, du cou, on a des sueurs profuses, la nuit, on se découvre, puis tout d'un coup, on a froid, on se recouvre. Ça, on peut même avoir des sueurs dans la journée, hein. On peut avoir des troubles du sommeil, hein, puisque notre rythme du sommeil est modifié, et donc des réveils précoces, hein. Donc, même s'il n'y a pas forcément de retentissement de syndrome d'apnée du sommeil, c'est vrai qu'on a l'impression, quand on se réveille tout le temps, on peut avoir des troubles d'insomnie, on peut avoir une fatigue chronique, une perte d'énergie dans la journée, hein, qui peuvent impacter dans notre vie, des fois, professionnelle ou même personnelle. Et puis, l'estrogène, il est utile pour nos tissus, pour notre peau, pour nos muqueuses, du vagin, de la vulve, de la vessie. Avec la ménopause, comme il n'y a plus de carence, notre peau devient un peu plus lisse, plus fragile. On a les rides qui peuvent apparaître. On peut avoir une sécheresse vaginale, ça gratte. On peut avoir des douleurs lors des rapports sexuels qui peuvent impacter sur la libido, sur le désir. Et donc, c'est important aussi de réapprendre une nouvelle sexualité avec son partenaire, s'il y en a, pour essayer d'améliorer les choses.
On peut avoir des troubles urinaires, hein, de temps en temps, des impériosités, une envie pressante d'aller, aux toilettes, d'aller tout le temps, vouloir faire pipi parce que la muqueuse de notre vessie est fragile. Et il y a aussi tout un cortège de troubles un peu cognitifs, qui est un peu le brouillard. On est un peu plus irritable, on est, un peu plus anxieuse, on peut avoir une petite humeur dépressive, on peut aussi avoir des douleurs articulaires par la carence hormonale qui peut, toucher toutes les articulations, souvent le matin et puis ça s'améliore avec, l'activité dans la journée et qui peut être handicapant, quand même, de tous les jours, hein. Et il peut y avoir, 1 fois sur 2, une petite prise de poids, hein, avec, une petite redistribution de la graisse, hein, comme chez les hommes, hein, ça va sur le ventre, là où on voudrait pas trop aller, on met plus du XS, hein, on met un peu plus et bon, voilà, hein, donc ça peut avoir, un impact aussi sur sa représentation physique, hein, donc c'est important après de faire de la prévention. Donc ça, c'est un peu les effets sur, sur le cou moyen assez rapide et sur le court terme et sur le long terme, de plus avoir de sécrétion, d'estradiol et ben, ça va, en fait compte, modifier nos artères, hein, qui vont être un peu plus rigides et entraîner des problèmes cardiovasculaires. Et là, on en parle peu. On n'arrête pas de parler, du cancer du sein. Une femme sur 6 va faire un cancer du sein, hein, à la ménopause, hein, tout ça, c'est fréquent, hein. Mais on parle pas du risque du cœur des femmes, hein, parce que des fois, on s'intéressait pas trop à ça et maintenant, il faut s'intéresser puisqu'en fait compte, c'est la priorité, c'est le principal risque pour les femmes, c'est le risque cardiovasculaire et c'est la première cause de mortalité et pas forcément le cancer du sein. Après, l'os, quand on n'a plus d'estradiol et l'os, il va se modifier, il va perdre un petit peu de son os, il va se modifier, son microarchitecture va se modifier, il va plus se détruire que se former et donc ça peut entraîner de l'ostéoporose et comme l'os est beaucoup plus fragile, il peut y avoir des fractures pour des petites chutes, des pertes de taille et c'est important de faire de la prévention puisque ce risque est souvent, sous-estimé. Aussi, la ménopause, on s'est aperçu que, à la ménopause, certaines femmes ont plus de problèmes de santé un petit peu mentale, hein, il y a un peu plus de dépression. Alors c'est plus fréquent s'il y a déjà des antécédents, mais en fait compte, la carence hormonale peut quand même favoriser l'émergence de troubles de l'humeur qu'il faudra prendre en charge. Après, ça reste à être prouvé, la carence hormonale d'estradiol, il y a peut-être un lien, hein, sur, les démences, hein, surtout chez les femmes qui ont des bouffées de chaleur, importantes, invalidantes et ça pourrait justement être ce qu'on a envie de prouver que si on prend un traitement hormonal, on diminue le risque de démence par la suite. Donc en gros, tous ces risques de santé cardiovasculaire, osseux, la santé mentale, et ces troubles cognitifs qu'il peut y avoir, eh ben, il n'y a pas que le traitement, il y a de la prévention à faire et donc il faut prendre le temps lors de la consultation d'expliquer qu'il faut, faire, du sport, comme on va devoir faire ce que tout le monde devrait faire dans la vie, dans l'hygiène de vie. On va, demander de faire du sport pour le cœur, de faire du sport, pour l'os, on verra ça tout à l'heure. On va voir un peu l'alimentation, surtout s'il y a des prises de poids, pour voir s'il n'y a pas des erreurs diététiques. On va essayer de vérifier qu'il y ait bien un apport de calcium pour que l'os se déminéralise pas trop. On va apporter de la vitamine D, hein, de façon régulière. Évidemment, toute l'hygiène de vie, il faut arrêter de fumer, hein, donc ça, c'est bon, hein et continuer. C'est pas parce qu'on est ménopausé qu'il faut pas faire les dépistages, du cancer du col, du cancer du sein, du cancer du côlon rectal, qui est souvent pas toujours fait, hein et la JDK, là, on voit pas toujours très, très bien, on va dire, sur la prévention. Donc on est là aussi pour rappeler tous ces dépistages à faire de façon régulière.
Alors, comme il vous a dit, le professeur Oquet, il y a une mauvaise presse du traitement hormonal, parce qu'il y a eu tellement de contradictions, d'informations contradictoires avec ces études américaines, parce qu'ils ont donné des traitements qui sont différents des traitements qu'on propose en France, parce que nous, on ne donne pas d'hormones synthétiques, mais plutôt des hormones naturelles. Et surtout, on ne donne pas des traitements à 70 ans chez des femmes qui ont des problèmes cardiovasculaires. Et donc, il y a eu beaucoup de femmes qui ont arrêté. Et en plus, dans le rapport d'IGAPS de la ministre de la Santé, en gros, il y a quand même encore presque 46% des femmes ménopausées qui ont une mauvaise image du traitement hormonal, alors que ce traitement peut améliorer certaines choses. Il faut être légitime, évidemment, à un traitement hormonal, mais on se rend compte, même si des gens ne savent pas trop, qu'il n'y a que 2,5% en 2023-2024 qui avaient un traitement hormonal. Donc, c'est très peu sur la proportion de femmes ménopausées. Et la durée moyenne du traitement est aux alentours de 5 ans. Alors, le traitement hormonal de la ménopause, c'est quoi? C'est donner, parce que l'ovaire ne fonctionne plus, de l'estradiol naturel et de la progestérone naturelle si on a encore son utérus. Et c'est le seul traitement actuellement qui permet de traiter l'ensemble des symptômes que la femme peut avoir. On a démontré, et ça c'est démontré, qu'elle a des bénéfices sur les bouffées de chaleur, sur les sueurs qui peuvent être invalidantes. Ça protège de la destruction un peu plus rapide de l'os, donc ça protège aussi des fractures. Ça améliore la qualité de vie générale, on dort mieux. On a moins de troubles de l'humeur, on améliore toutes les muqueuses grâce à de l'estradiol par voie générale. Si ça suffit pas, il y a d'autres traitements, mais on améliore la libido, on améliore les rapports pour pouvoir avoir une sexualité qui doit être épanouie et qui peut être différente, évidemment. Mais ça, c'est à vous de la trouver. Et après, au niveau sur le plan cardiovasculaire, on sait que s'il n'y a pas de facteur de risque et pas de contre-indication à mettre un traitement, de donner un traitement protège nos artères et protège des risques d'infarctus, de complications et de mort grâce à ça. Alors évidemment, on a des bénéfices. Ça améliore aussi les douleurs articulaires, ça diminue le risque de cancer du côlon, mais en contrepartie, aucun traitement n'a pas d'effet secondaire. Et donc, il peut y avoir des risques. Et c'est à nous, médecins, évidemment avec la patiente, avec vous, de voir que les bénéfices sont toujours supérieurs aux risques que ça pourrait entraîner. Il y a une légère augmentation du risque, en effet, de cancer du sein, mais après 5 ans, et encore avec les traitements français d'estrogène et de progestérone naturelle, le risque est quand même moins important. Et de toute manière, même s'il y avait malheureusement un cancer, le pronostic, il est identique aux femmes qui n'ont pas eu de traitement. Donc, il n'y a pas d'augmentation de la mortalité. Et ce n'est pas forcément le traitement qui est promoteur d'un cancer. Il est, en fait, compte, s'il y avait une petite cellule cancéreuse qui aurait mis peut-être 20 ans à se développer, il se développe plus vite parce qu'on donne des hormones et ça prolifère. Si on donne un traitement hormonal par des voies orales, on sait que c'est pas bon pour nos vaisseaux, pour les veines. Ça peut entraîner des thromboses, ce qu'on appelle les phlébites. Ça peut entraîner des problèmes des accidents vasculaires cérébraux s'il y a des petites plaques d'athérome. Et on sait que c'est pour ça qu'en France, on ne le donne que par la voie transcutanée, transdermique. On ne donne plus de voie orale puisqu'il y a pas d'effet démontré en donnant par cette voie. Et il faut, si on a un utérus, en plus de l'estradiol naturel, puisque c'est lui qui entraîne tous les symptômes, on est obligé de donner de la progestérone, parce que si on ne donne pas de progestérone, il y a des risques de faire un cancer de l'utérus. Et c'est pour ça qu'on met la progestérone. Si évidemment la femme n'a pas d'utérus, elle n'en a pas besoin. Voilà. Donc le bénéfice doit toujours être supérieur au risque, en tout cas, et à chaque fois. Donc,
il y a des recommandations du traitement hormonal, hein. L'HAS a fait des recommandations, mais elles sont anciennes et madame Rist, la ministre de santé, a demandé des nouvelles recommandations. Mais le groupe, de ménopause français a émis des recommandations et on peut mettre un traitement hormonal de la ménopause s'il y a des signes cliniques, si on se plaint, on a des signes vasomoteurs, des bouffées, des sueurs, des douleurs articulaires, des troubles de l'humeur, des troubles de la libido, quoi, en gros, et tous les troubles urinaires génitales. Ou si on n'a pas de symptômes, si on a de l'ostéoporose en prévention, hein, pour éviter les fractures. Ça, c'est validé, hein, donc peut-être le problème, les nouvelles recommandations vont être faites. Toutes les femmes ne sont pas éligibles au traitement parce que si on n'a pas de symptômes, on ne devrait pas forcément le donner, sauf si les nouvelles recommandations. Et en tout cas, pour éviter des risques, tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut le mettre le plus tôt possible à partir de la ménopause, dans les 10 ans de la ménopause, hein. Il y a vraiment une fenêtre et on ne le mettra jamais après 60 ans parce qu'une femme, après 60 ans, a plus de risques cardiovasculaires en tant que femme et 60 ans. C'est un facteur de risque et comme c'est la première cause de mortalité, on évite de donner un traitement après 60 ans. Après, il y a des approches non hormonales, hein. Donc, on peut traiter, si on a des bouffées de chaleur, on a d'autres thérapies. Il n'y a pas que le traitement, ou ça peut être rajouté si notre traitement n'est pas forcément efficace. Il y a l'hypnose qui marche très bien pour les bouffées de chaleur, toutes les thérapies comportementales, tout ce qui peut améliorer le bien-être, hein. Il y a plein de choses. Ça peut améliorer. La nutrition équilibrée aussi, hein, pas manger des repas tellement épicés, là vous avez des bouffées de chaleur. D'améliorer son sommeil, on est mieux, donc on a plus d'énergie, donc on a moins de bouffées de chaleur. L'activité physique, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour l'os, c'est bon pour perdre du poids et c'est bon pour les bouffées de chaleur. Après, c'est vrai que là, il y a un engouement, il y a presque tous les jours des compléments alimentaires qui sortent, où il y a de la presse en disant voilà, prenez du safran, prenez ceci, les phytothérapies, l'homéopathie. Dans la presse scientifique, ça n'a jamais été prouvé. Après, si ça marche, c'est pas remboursé, on peut l'acheter dans le commerce. Le but, si ça marche, c'est très bien. En tout cas, si on est mieux, de toute manière, on vivra mieux cette période-là. Mais c'est vrai que nous, en tant que médecins, on ne le propose pas forcément de façon systématique. On le propose en alternative si il y a un refus de refus du traitement ou s'il y a une contre-indication. Et après, des fois, le traitement hormonal par général peut ne pas forcément suffire à traiter la sécheresse du vagin et avoir toujours des problèmes urinaires ou des douleurs lors des rapports. Et il faut améliorer cette sphère génitale urinaire en donnant des lubrifiants, des hydratants et de mettre de l'estrogène par voie locale sous forme de gel ou ovule pour essayer d'améliorer les choses, pour avoir moins de difficultés par la suite et apprendre aussi à être un peu plus stimulé pour avoir plus de lubrification. Alors, plus on a de rapport, plus on a de lubrification et on a moins de problèmes de libido. Après, il y a d'autres alternatives qui sont on donne cette information, hein, d'autres alternatives hormonales, hein, soit parce que on doit attendre des bilans et dans ces cas-là, on peut donner que de la progestérone naturelle en continu parce que c'est l'estrogène qui entraîne des complications. Ou il y a d'autres traitements hormonaux qui s'appellent la tibolone. C'est une hormone en fait compte qui a une action un peu sur la testostérone. Donc c'est plutôt pour les femmes qui ont plus de troubles de la libido, de l'humeur, mais c'est quand même une hormone et en gros, elle a les mêmes contre-indications que le traitement hormonal de la ménopause et de plus, ce n'est pas remboursé, mais ça peut améliorer certaines femmes. Et on a en fait compte depuis il y a beaucoup de recherches sur la physiopathologie pourquoi on a des bouffées de chaleur, hein. Et en fait compte, la carence hormonale joue et notre centre de thermorégulation en fait compte est perturbé par cette carence hormonale. Et il y a plein d'interactions avec plein d'hormones, plein de
de systèmes de récepteurs. Et il y a plein de traitements qui ont montré que par certaines voies de signalisation, ça pouvait améliorer les bouffées de chaleur, hein, comme les traitements antidépresseurs. Alors, c'est des doses beaucoup plus faibles, comme un traitement de dépression, hein, mais ça peut diminuer dans plus de 60% des cas les bouffées de chaleur, hein, et en même temps, ça peut améliorer les troubles de l'humeur en attendant. Il y a des nouvelles molécules qui sont sorties qui bloquent certains récepteurs au niveau central, mais qui ne sont pas remboursés, hein. C'est le fésolonitan, hein, donc c'est des nouveaux traitements. Il va y avoir d'autres traitements, mais bon, des fois, c'est pas remboursé, mais ça traite très bien les bouffées de chaleur, hein, dans 80% des cas, mais ça a un coût de 70 à 90 euros par mois. On peut proposer ces différents traitements en attendant ou en cas de refus. Donc après, la première consultation, hein, lors d'une ménopause, hein, on va relater tous les symptômes que vous avez, tous les antécédents personnels, médicaux, familiaux, chirurgicaux. Et on va évaluer par des interrogatoires tous les facteurs de risque cardiovasculaire pour être sûr qu'il n'y ait pas de contre-indication et que ça ne nécessite pas un bilan complémentaire avec un cardiologue ou des examens des vaisseaux, du cœur, l'épreuve d'effort ou d'autres examens spécialisés. On va faire un examen clinique, on va mesurer la femme à la toise, hein, parce qu'on se grandit, on se maigrit, hein, donc on mesure à la taille de façon régulière pour être sûr que la taille est toujours identique. On prend le poids, on va mesurer l'indice de masse corporelle, on va prendre la tension artérielle aux deux bras, hein, et on va, si besoin, faire un examen gynécologique si c'est demandé, et on va faire le frottis pour le dépistage du cancer du col s'il n'est pas fait, et on va proposer à partir de 50 ans, vous savez, il y a le dépistage du cancer du sein par la mammographie qui est envoyée tous les 2 ans, hein, avec des clichés. Ça peut être fait plus tôt s'il y a des antécédents familiaux, ça peut être fait tous les ans après en fonction des facteurs de risque. Et souvent, on fait un bilan sanguin un peu général, surtout métabolique, pour évaluer le risque cardiovasculaire avec les dosages des triglycérides, cholestérol, la glycémie. Et on peut être amené à compléter le bilan en fonction des symptômes et de l'histoire naturelle et des antécédents personnels de la femme. Après, dans cette consultation, on va écouter, on va prendre un temps d'écoute, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des consultations ciblées, parce que c'est important d'écouter les femmes, hein, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut leur proposer, personnaliser la prise en charge, et on va expliquer tous les examens qui seront à faire en attendant, ou si tout est bon, proposer le traitement, et on va donner une information claire et loyale, hein, pas du tout notre ressenti de traitement, pour proposer, écoutez, vous étiez éligible au traitement, vous l'êtes pas, il y a d'autres propositions, et c'est une sorte de consentement aussi éclairé, hein, avec les patientes, d'accepter de prendre un traitement, hein. Et après, ce traitement, on va le prescrire, hein. On va toujours à des petites doses au départ, comme ça on peut augmenter au fur et à mesure. On donne, il y a plein de traitements, hein. On donne de l'estradiol naturel, soit sous forme de gel tous les jours, hein, donc souvent le matin après la toilette, hein, rarement le soir, hein, parce que bon, après ça peut entraîner des seins chez l'homme, hein, s'il y a des petits câlinous le soir et si on le prend. Il existe sous forme de patch, des patchs donc soit 2 fois par semaine, soit il y a des patchs 1 fois par semaine, et on le prend du 1er au 25 jour du mois. Donc c'est vrai que c'est plus simple de le faire le 1er du mois, hein, comme ça on s'arrête le 25. Si ça suffit pas, on peut prolonger au 28, voire un traitement en continu. Et on rajoute de la progestérone naturelle, et là c'est des comprimés par voie orale, hein, qu'on prend tous les jours en même temps, hein, si on veut pas retrouver ses règles. Certaines femmes le veulent, donc il y a différents schémas particuliers, et cette progestérone est à prendre le soir au coucher, parce que ça peut entraîner des endormissements et des petits vertiges, donc il vaut pas mieux pas le prendre le matin.
Donc on propose ce traitement et après on fait un suivi évidemment comme tout traitement à 3 mois ou voire 2 à 3 mois pour, vérifier, évaluer la tolérance si, parce que des fois il peut y avoir, des sous-dosages, donc il faut qu'on augmente la dose, trop des fois des surdosages avec les seins tendus, donc il y a trop d'hormones, on diminue. Il peut y avoir des saignements, donc on modifie des fois les doses et après, tous les 6 mois et en fonction le suivi, il peut être annuel si on n'a pas de soucis de santé, voire régulièrement après tous les ans et chaque année, on va devoir réévaluer, la femme pour être sûr que notre traitement est toujours bénéfique et qu'on n'a pas augmenté les risques, qu'il n'y a pas eu d'autres problèmes de santé, de l'hypertension qui est arrivée ou autre chose. Et on peut, pendant le suivi, faire d'autres examens pour, évaluer l'os, l'ostéodensitométrie, pour être sûr qu'il n'y a pas une aggravation et faire des bilans évidemment, complémentaires. Et il y a une partie où là, on va être dans la prévention, hein, dans l'hygiène de vie. Alors là, on va dire: là, maintenant, il faut s'occuper de soi, hein, et vous allez devoir faire, en fait, compte ce que tout le monde dit pour la santé du bien-être, hein». Donc, on va, si, on va de s'il y a de la prise de poids ou s'il y a un petit surpoids, parce que c'est quand même 40 des femmes qui sont en surpoids ou en obésité, on va devoir parce qu'à la ménopause, notre balance énergétique, hein, va en fait compte s'inverser. Donc si on continue à avoir la même alimentation à la ménopause, avec la même activité, on prend du poids. Bon, pas toutes les femmes évidemment, hein, tout le monde est différent. Mais si on continue, forcément, on va devoir changer. Et donc, on sait que l'activité physique fait perdre du poids. Il faut vérifier l'alimentation qui est pas de pas manger trop de gras, de manger de la viande. On va devoir aussi gérer le stress, hein. Le stress participe aussi à la prise de poids, hein. Si on dort pas, et ben, on a des troubles du sommeil aussi, on prend du poids, hein. Donc, on va agir sur diminuer cette perte de poids. Sur la nutrition, on va plutôt proposer, comme tout le monde doit proposer, le régime méditerranéen. C'est vrai que ça coûte cher, hein, c'est manger des fruits et des légumes, hein, du poisson, hein. Donc ça, c'est une alimentation équilibrée, hein. Vérifier dans l'alimentation journalier, on fait un interrogatoire poussé sur l'apport de calcium, parce que le calcium est nécessaire pour l'os, hein, et c'est toujours mieux de l'apporter de façon par l'alimentation que de l'apporter par des médicaments, hein. Donc en gros, il faut prendre un laitage presque à chaque ou du lait ou un yaourt ou un fromage à chaque repas et si c'est pas suffisant parce que, les poissons, c'est un peu de calcium, mais c'est pas suffisant. Il faudrait manger 1 kilo pour avoir beaucoup de calcium, hein, donc c'est pas forcément possible et donc il y a beaucoup d'eau minérale qui sont enrichies, donc c'est un petit peu on vous dit, de prendre de la Volvic, et de toute manière, dans la santé, il faut aussi boire 1 litre, 1,5 litre par jour, autant apporter ce calcium. Et on apporte de la vitamine D de façon, en préventif, hein. La vitamine D, c'est la vitamine du soleil, hein et bon, on n'a pas assez de soleil en France, hein, donc il faut l'apporter de façon quotidienne ou une ampoule par mois, puisque la plupart des femmes sont en carence. Après, on va s'attacher aux toxiques, hein, le tabac, il faut arrêter. On rigole parce que je continue à fumer, mais l'arrêt de tabac, le tabac et l'alcool, on est plus responsable de cancer que le traitement hormonal, hein, donc c'est eux qui entraînent la majorité, des cancers. Le tabac, ça aggrave les bouffées de chaleur, l'alcool aussi, et il faut pas boire plus de 2 verres par jour et avoir au moins 2 jours par semaine sans alcool. Donc ça, c'est du bien-être et c'est des règles de base qui sont simples et on va vous demander de faire de l'activité physique, hein. Les recommandations de la santé recommandent 30 minutes, 5 fois par semaine, hein. Et il faut surtout lutter contre la sédentarité. La sédentarité, il faut pas être assis, ou allongé plus de 8 heures, par jour. Donc si on est coincé au boulot et il faut bouger, hein. Il faut, prendre le bus et s'arrêter à un arrêt plutôt pour augmenter son activité.
Tout le sport, le ménage, c'est du sport. Bon, ça serait bien qu'on en fasse un peu moins à la ménopause, mais c'est le vélo électrique, c'est du sport. Voilà, c'est important d'avoir une activité physique, parce que quand on fait de l'activité physique, on est mieux, on dort mieux, donc on améliore notre qualité de vie. Donc, et pour le sport, il faut faire de l'activité du cardio, hein, c'est courir, tennis, du badminton. Ça, c'est bon pour le cœur. Le vélo, c'est bon pour le cœur. Puis, vous avez de l'activité physique pour l'os, et c'est ce qui, pour l'os, il faut taper, hein. C'est-à-dire qu'il faut faire, il faut avoir une activité, monter les escaliers, pareil du tennis, et faire aussi du renforcement musculaire, hein, qui est important pour la qualité de vie sur le plan pour aussi améliorer son cœur, hein. Donc c'est important de faire les choses, un peu de cardio, du renforcement musculaire, le pilate, le yoga, c'est très bien. Et puis on va donner des règles de bonne conduite du sommeil, hein. Je veux dire, qu'on a des troubles du sommeil, ben, on vous dit, faut pas regarder les écrans juste avant. Il faut essayer de respecter un horaire de sommeil d'heures tous les jours, d'avoir une température pas trop chaude, évidemment, hein, aux alentours de 18 degrés, c'est du bon sens, hein, de pas trop manger lourd, hein, de pas manger le cassoulet juste avant de se coucher, hein, d'éviter les repas trop copieux, hein. Et ça, c'est un petit peu du bon sens. Si on améliore le sommeil, et ben, le lendemain, on a plus d'énergie, parce que le traitement peut faire des choses, mais l'hygiène de vie est très importante. Donc c'est important, j'espère qu'on vous a informé. Notre centre de ménopause qui a ouvert, essaye de personnaliser un petit peu toute cette prise en charge, hein. Ça évoluera avec le temps, puisqu'on a eu beaucoup de demandes, et d'accompagner en fait compte cette ménopause qui est pas une fin, hein, qui est un renaissement, hein, et il faut bien la vivre et avoir tous les moyens pour que vous la viviez pleinement, hein. Donc, c'est un nouveau parcours et qui doit être adapté, hein, à votre histoire. Maintenant, c'est vrai qu'avec tout ça, la com, maintenant, de plus en plus, les gens parlent de ménopause à son entourage et aux professionnels de santé. Il ne faut pas oublier tous les dépistages par la suite et avoir une règle de vie, bouger, hein, de façon quotidiennement pour éviter la sédentarité. Voilà, donc je crois que j'ai fini, puisqu'on vous a parlé du centre d'expertise de la ménopause, hein, qui aide aussi les autres professionnels, nos collègues gynéco, avec des staffs de RCP pour des pathologies complexes. On est là pour avoir un suivi individualisé. On a une diététicienne, des sexologues qui sont présents. On travaille beaucoup avec les rhumatologues et avec les cardiologues pour faire des bilans exhaustifs si on pense qu'il y a un facteur de risque cardiovasculaire. Je vous remercie.